Salon de thé, les habitués aiment venir commander et déguster tartes salées et petits gâteaux. Pour les servir, Johan et ses collègues ont en commun d'avoir un pouvoir d'achat bien moins favorable que les clientes. Mais pour s'en sortir, nos trois serveuses ont une botte secrète qui n'étonnera plus personne en Angleterre. On a toutes quelque chose à côté. On travaille à mi-temps et on a 2 emplois. En Grande-Bretagne, un actif sur 3 cumule plusieurs emplois. Et pour la collègue de Johan, la raison est assez simple. Il faut bien payer les factures et le loyer. En ce moment, j'ai seulement 2 boulots, mais jusqu'en août dernier, j'en avais 3. Alors, ici, lorsqu'un employé range son tablier, cela ne signifie pas que sa journée est terminée. Johan commence à 7 h du matin et termine à 15 h. Juste le temps d'aller chercher la petite à l'école. En rentrant chez elle, elle croise son mari qui, lui, travaille de 16 h à minuit. Il est dans la restauration. Il faut que j'y aille, je dois aller travailler. Je vais finir à minuit. C'est toujours comme ça, je travaille jusque tard. 3 jobs à eux deux, à peine 40 ans et déjà une trajectoire bien chaotique avec licenciement à la clé. Tous les gens que je connais ont été victimes de licenciements économiques. Moi-même, ça m'est arrivé lorsque j'étais en congé maternité. L'avantage d'avoir plusieurs boulots, c'est qu'on a toujours un plan B. Alors le soir et les week-ends, Johan fait tourner son auto-entreprise, du marketing sur les réseaux sociaux. Et pour multiplier ses chances de succès, elle a plusieurs clients. Je ne travaille pas seulement pour une personne depuis chez moi. Là, j'ai 5 clients différents. Même ici, j'ai plusieurs boulots. En Angleterre, le phénomène du travail cumulé n'est pas nouveau. Ce qu'il l'est, c'est qu'il se généralise et n'épargne plus les classes moyennes. Reportage signé Jacques Cardoz. Autre image du jour, celle d'Aung San Suu Kyi qui a reçu à Rangoon la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Une rencontre symbolique puisqu'elle a eu lieu dans la résidence dans laquelle l'opposante birmane a été assignée durant des années. Une scène historique et inimaginable en Birmanie il y a encore un an. Alors quel espoir suscite cette image, cette rencontre? Explication, Claude Sampère. Elles s'embrassent longuement devant les caméras du monde entier. La rencontre est historique entre Hillary Clinton, la secrétaire d'État américaine, et Aung San Suu Kyi, l'opposante birmane, prix Nobel de la paix. Une scène encore inimaginable l'an dernier alors que la dame de Rangoon était toujours placée en résidence surveillée dans sa maison. Les 2 plus grands besoins de ce pays sont le respect de la loi et la fin de la guerre civile. La démocratie est notre objectif. Depuis le début, la démocratie a toujours été le but à atteindre. Le chemin est long et très difficile, mais aujourd'hui, nous voyons des signes d'ouverture. C'est la première fois depuis plus de 50 ans qu'un chef de la diplomatie américaine se rend en Birmanie. Le pays aujourd'hui est toujours dominé par les militaires, mais le régime s'est assoupli et progresse tout doucement vers la voie de la démocratie. Lors de leur rencontre, Aung San Suu Kyi et Hillary Clinton se sont montrés prudemment optimistes. Toutes deux attendent maintenant les prochaines élections législatives qui devraient marquer une nouvelle étape dans l'histoire du pays. On revient en France avec le grand format de ce vendredi et le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, vient de dresser un premier bilan qualifié de satisfaisant des établissements de réinsertion scolaire. Ils ont été créés en 2010 et ont vocation à redonner, vous allez le voir, une nouvelle chance aux enfants qui ont décroché de l'école. Alors comment sont-ils pris en charge? Reportage près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, Anne Poncinet et Régis Massini. Bientôt 8 h. C'est l'heure de quitter l'internat pour aller en classe. Les lits doivent être faits, les cartables prêts, des repères pas forcément naturels. Pour quelques élèves, la classe est un peu particulière. Ils ne sont que 6, avec 2 profs qui enseignent toutes les matières. 6 jeunes collégiens en rupture avec l'école. Ma mère pensait que moi j'étais en cours alors que j'étais dehors avec des potes. Je m'embrouillais avec les profs. Quand elle écrivait la leçon, ça me saoulait, donc je faisais tout pour me faire virer. J'y arrivais pas, j'aimais pas, ça m'énervait, donc j'ai totalement déraillé. Comme me disent souvent les copains, je me bloque et je me fais un corps en acier. Donc plus rien ne passe, plus les paroles ni rien, j'entends que ce que je fais et que ce que je dis. Il y a des règles, il va falloir qu'on respecte. Ici, ça s'arrange un peu. Le travail hyper personnalisé leur convient mieux. Prioritaire sur tout le reste. Ah, donc, oh, casse-toi de là. Brandon. Mais pour Brandon, arriver plus récemment, c'est difficile.
Il vient d'écrire une insulte au tableau. Il quitte sans arrêt la classe. 2 minutes. Hein. Le prof note toutes ces interruptions. C'est un de ses premiers objectifs, stabiliser ces jeunes à leur table. Toi, tu es venu ici, tu as une difficulté à rester en classe. Je ne vais pas t'attacher sur une chaise. Hein. Par contre, je vais te la montrer, ta difficulté. Et d'ici quelques temps, parce que je suis sûr que tu vas y arriver petit à petit. Finalement, Brandon, de lui-même, retire le mot insultant. Vous les prenez comme ils sont, d'abord et avant tout. D'abord et avant tout, oui. Avec un profond respect pour ce qu'ils sont. Et de ce qu'ils peuvent devenir aussi, parce que ce sont quand même des êtres en devenir. Au début de l'année, Corentin se définissait comme con, original, racketteur. Plus tard, il a changé pour curieux, original, râleur. Le système qui accueille ces 6 élèves est un établissement de réinsertion scolaire, dispositif éducation nationale. Mais il est intégré ici dans un internat. Les 6 jeunes décrocheurs sont encadrés par des éducateurs. Une vie différente de celle qu'ils mènent à la maison, le soir par exemple. Je mangeais, je regardais la télé, j'allais au lit. Et ici, qu'est-ce que tu fais? Je mange, je fais des jeux. Tu fais des jeux. Ils viennent de tout le sud-ouest, sur les conseils de leur établissement d'origine, avec l'accord de leurs parents et le leur. Ils le vivent comme une chance, mais aussi un peu comme une sanction. C'est qu'une chance parce que ça va me permettre peut-être d'avoir un avenir plus tard. Et une sanction parce que ça me sépare de tous mes amis, du quartier et tout. Mais il était bon pour toi, le quartier et les amis? Ouais, enfin, les potes, pas forcément pour mon avenir, mais moi, je les apprécie. La fondation d'Auteuil qui accueille cette petite structure est spécialisée dans la prise en charge des jeunes en difficulté. Mais la plupart des 17 établissements similaires existants en France sont installés dans des collèges publics. Au total, ils concernent 122 élèves. Voilà pour ce grand format. Il est 20h20. À suivre dans un instant cette histoire où comment un tableau acheté 130 € par un Lyonnais pourrait en fait être une œuvre de Rembrandt. La 25e édition du Téléthon, coup d'envoi ce soir, 30 heures de programme sur France Télévisions et un parrain cette année, Gad Elmaleh. Enfin, exhibition ou l'invention du sauvage, c'est l'exposition que nous présentera ce soir Lilian Thuram. Une plongée plus de 100 ans en arrière, tout y est vrai, mais on a parfois beaucoup de mal à y croire. Mais avant cela, d'abord, ce préavis de grève déposé à la SNCF par un syndicat de conducteurs pour les prochains week-ends. On retrouve Olivier Siby en direct de la gare de Montparnasse. Bonsoir Olivier. D'abord, quelle pourrait être l'ampleur des perturbations de ce mouvement qui pourrait donc perturber les futures vacances de Noël ? Eh bien, ce préavis de grève a été déposé cet après-midi par l'AFJAC. C'est le principal syndicat des conducteurs de la SNCF qui proteste contre une nouvelle dégradation de leurs conditions de travail à l'occasion des changements d'horaire qui interviendront, vous le savez, la semaine prochaine. Et ils ont donc annoncé leur intention de faire grève tous les week-ends du mois de décembre à partir de la semaine prochaine, ce qui inclut, vous l'aurez compris, à la fois le week-end de Noël et le week-end du Nouvel An. Alors pour autant, ce soir, il est peut-être encore un peu tôt pour vraiment s'inquiéter. D'une part, parce que ce syndicat, même s'il est important, ne représente qu'environ 25% des conducteurs. Et puis surtout parce que côté syndicat comme côté direction de la SNCF, on a bien conscience qu'en termes d'image, une grève pendant les vacances de Noël serait tout à fait désastreuse. Et en coulisses, on se dit déjà prêt à négocier. Une réunion est prévue lundi ou mardi prochain. Donc vous le voyez ce soir, rien n'est encore joué. Merci beaucoup Olivier. Voici maintenant cette histoire qui nous rappelle que certaines œuvres d'art oubliées peuvent parfois ressurgir entre les mains de particuliers. On ignore aujourd'hui encore si ce collectionneur a fait une belle opération. En tout cas, le doute est permis. Il y a un an, il achète une toile pour 130 €. Aujourd'hui, des experts vont devoir trancher. S'agit-il en fait d'une œuvre de Rembrandt? Enquête signée Sarah Bernuchon, Caroline Robillard et Abdel Zouiwesh. T'as du G40, c'est un travail... Qui n'a jamais rêvé, lors d'une vente aux enchères, d'acquérir pour 3 fois rien 35, la perle rare? T'as du G5. C'est un peu l'histoire de ce collectionneur lyonnais qui préfère garder l'anonymat. Il y a un an, il achète ce portrait 130 €. Très vite, il en est convaincu, ce tableau est un chef-d'œuvre, un Rembrandt qui vaudrait plusieurs millions d'euros. J'avais été effectivement interpellé juste avant la vente par la présence donc à l'arrière d'un cachet de cire et d'un vieux papier. Voilà, ça m'a intrigué. Ce tableau m'a intrigué lors de son achat. Je suis parti dans une véritable enquête détective pour essayer de retrouver des similitudes ou des archives ou des informations. Eh bien, si c'est le premier tableau de Rembrandt, mais quel jour, oui. Car les indices s'accumulent. Une date 1625 à peine visible,
et une troublante ressemblance avec un autre portrait signé Rembrandt, celui de sa mère. Cette restauratrice a elle aussi analysé le tableau et au premier coup d'œil... Évidemment, on est devant, je ne sais pas si le terme existe, une œuvre dans le style de Rembrandt, dans le goût de Rembrandt, rembrandtesque. Les matériaux correspondent tout à fait à ce que pourrait être un Rembrandt authentique et original. Mais c'est pas moi qui aurai le dernier mot. Le dernier mot, c'est celui des experts, aux avis parfois contradictoires. Un parcours du combattant que connaît bien ce collectionneur. Cette œuvre, vendue aux enchères 15 000 €, en vaut aujourd'hui 100 millions. Un Léonard de Vinci, il a fallu 4 années pour l'authentifier, un combat qui n'est pas gagné d'avance. Vous pouvez acheter l'œuvre, vous pouvez l'accrocher au mur, vous pouvez en profiter, mais le faire reconnaître, c'est tout autre chose. Il faut consulter plusieurs experts, il faut faire ses propres recherches et il ne faut pas croire tout le monde, il faut être son propre expert. Mais parfois, c'est une simple question de hasard. Ce château du Périgord n'imaginait pas receler une petite merveille, et c'est un fragonard qui est découvert lors d'une restauration. Acheté 200 €, il en vaut désormais 2 millions. Combien de chefs-d'œuvre oubliés sommeillent encore dans nos caves et nos greniers? Les spécialistes en sont convaincus, il existe toujours des trésors oubliés. La France a connu une révolution, même si c'est il y a plus de 2 siècles. Il y a eu énormément de brassages et beaucoup d'œuvres d'art ont disparu à cette époque et se sont retrouvées ignorées, en tout cas perdues et sans leur signature, sans leur pédigré. Mais ces œuvres passées inaperçues pendant des siècles aux yeux des experts sont rarement découvertes par un promeneur du dimanche, à moins parfois d'une très bonne intuition. Un chiffre à retenir ce week-end, le 36-36, le coup d'envoi du 25e Téléthon a été donné ce soir par le parrain de cette édition 2011, Gad Elmaleh. Au programme, 30 heures de direct sur les chaînes du groupe France Télévisions et de nombreux événements un peu partout en France avec un objectif, récolter des fonds pour financer la recherche sur les maladies génétiques rares. Nous vous proposerons différents reportages tout au long du week-end. Découvrons ce soir le quotidien d'un petit garçon courageux. Il s'appelle Lee. À ses côtés, une autre combattante, sa maman. Reportage signé Sophie Nahum et Jean Delguidis. Il a l'accent des Cévennes, l'accent de ceux qui sont devenus ses parents. Lee est arrivé de Thaïlande à l'âge de 2 ans. C'était une nouvelle vie pleine de bonheur qui commençait. Ouais. Et celle-là aussi? Ouais. Et celle-là, je m'en rappelle plus. Et celle-là, c'est la photo, la première photo quand tu es arrivé à la maison en France avec nous. Qu'est-ce que je me suis dit? Ah, il est beau, mon fils. Mais 15 jours plus tard, le diagnostic tombe, Lee est malade. Il est porteur de la forme grave d'une maladie du sang, la bêta-thalassémie. Une maladie héréditaire présente majoritairement en Asie. Qualifié de sauvage était à l'époque exhibé, c'est le mot, des zoos humains qui voulaient entre autres légitimer la colonisation. La personnalité à l'origine de cette expo s'appelle Lilian Thuram. Visite à ses côtés avec Isabelle Bechler, Zidane Berkous et Jean-Marie Lecartier. Le sauvage, c'est l'autre, le plus proche de l'animal, l'objet de curiosité, voire le monstre, qu'il soit de couleur ou femme à barbe. Lilian Thuram a voulu analyser notre